Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mon du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver en ce jour férié pour notre rendez-vous sportif quotidien. Oui, nous sommes au poste pour vous. Allez, avant de démarrer, on regarde le sommaire. C'est maintenant. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue 1, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? C'est la question qui fera l'objet du débat au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Bogré et sa team. Voilà, 90 minutes de direct en votre compagnie. La question LGT qui nous accompagnera donc tout au long de cette émission. À 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Bien sûr, pour nous joindre, vous avez le téléphone de la 3 dont le numéro est le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien vous avez toujours la page Facebook de la 3. Je serai accompagnée pour cette émission pour la première partie de Clément. Clément, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Marie-Christine, je vais bien chez vous. Je vais très bien, merci beaucoup. Balo, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Today is not Friday, it's Thursday. Et en plus, et en plus férié. Ouais. Mais on est là. Jean-Philippe, bonsoir. Vous avez fini le voyage au Ghana? Bonsoir Marie-Christine. Mais pourquoi le Ghana? Pourquoi pas les États-Unis? Non, c'est l'accent. Donc, bon retour ici à Abidjan. Voilà, bon retour, messieurs, à Abidjan, Balo et Clément. Voilà, avec votre anglais bizarre. On commence avec la première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. C'est maintenant. LGT News. Les activités de l'African MMA League pour entamer les news de ce jeudi. Ismaël Bakayoko et sa structure AML, solidaire de l'AUC. Ismaël Bakayoko et sa structure de l'African MMA League ont rendu visite hier jeudi à l'Abidjan Université Club, dont le siège se trouve à Cocody, avec pour objectif de soutenir les sportifs chrétiens et musulmans en ce mois de pénitence. Comme l'an dernier, plusieurs dons en espèces et en nature, composés de cartons de sucre, lait, thé et d'huile, ont été offerts aux étudiants sportifs de l'AUC qui ne ratent aucune occasion pour se mobiliser depuis la première édition de l'African MMA League. Cet acte visait à remercier cette équipe universitaire pour son implication sans faille dans la réussite des événements de l'AML. Selon Ismaël Bakayoko, ce don a été fait avec le soutien de l'ambassadeur Eric Tabar. Un geste fort apprécié par le président central de l'AUC, Bala Coulibaly. Poursuivant, le promoteur de l'AML a confirmé la tenue de l'édition 7 le 17 mai prochain au CSTKO. Une autre manche qui réserve beaucoup de surprises. Des mots de remerciement et de gratitude à son endroit, au nom de tous les membres de l'AUC et à mon nom propre, lui dit merci et merci également au président d'honneur qui n'a ménagé aucun effort pour apporter son soutien à la jeunesse estudiantine. C'est une tradition, c'était l'AUC et l'African MMA League, on est ensemble depuis le début, ils ont toujours été avec nous depuis le début. Donc on est venu ici pour partager le repas avec nos frères. Encore tout ça avec l'appui du président d'honneur, l'ambassadeur Eric Tabar. L'année dernière, il avait fait le même geste encore pour aider la jeunesse ivoirienne ici, à vraiment montrer son soutien, qui fait partie de la jeunesse. Donc dans cette optique, on est revenu encore cette année-là pour continuer dans cette tradition-là, montrer que le président d'honneur est toujours avec nous, montrer qu'il y a un lien entre l'AUC, l'African MMA League et notre président d'honneur, l'ambassadeur Eric Tabar. Nous sommes en direct sur la 3 et bien sûr vous suivez votre émission La Grande Team. La question LGT de ce soir, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Vous parlez bien sûr de la Ligue 1, ce sera tout à l'heure dans l'actu. Et bien sûr dans le focus, on aura un invité ce soir, à savoir M. Ala Kwame Jean-Marie, président de la Confédération africaine de cyclisme. Le débrief des news, c'est maintenant et on commence avec Clément, oui, Walid Regragui. Ah ouais, tout à fait, Walid Regragui qui fait face à la colère des supporters marocains malgré son sans faute en éliminatoire du mondial 2026. Je pense qu'actuellement, il y a quand même deux tendances qui se dégagent. Il y a une tendance qui voudrait avoir le beau jeu, en même temps le résultat, et de l'autre côté, une tendance aussi qui aime le
l'efficacité, c'est-à-dire uniquement que les résultats et puis la qualification, même chez nous ici, ça fait débat après le match face à la Gambie. Après, je pense que voilà, et quand on observe les matchs du Maroc face à la Tanzanie, face au Niger également, et surtout face au Niger où ils ont eu énormément de difficultés parce que, comme on le disait en off avec JP, on remarque que c'est une formation, quand il s'agit de faire le jeu, même ici, ils se sont fait sortir de manière prématurée à la CAN 2023 ici. Donc je pense que quand il s'agit de faire le jeu, quand il s'agit d'affronter les adversaires qui resserrent les lignes, qui ont un bloc bas, ils ont des difficultés quand même à faire le jeu parce qu'eux, ils aiment mettre ce bloc bas-là pour aller contrer leurs adversaires. On a vu au Mondial, ça a bien marché pour eux au Qatar et eux, ils ont quand même quelques difficultés. Regragui, il aura quand même la pression parce que je pense que s'il n'arrive pas à gagner la CAN à domicile, je pense qu'ils vont le faire sauter de son poste de sélectionneur. Actuellement, il y a un bon groupe, là, des binationaux qui ont renforcé cette formation marocaine. Donc, on attend de voir ce que ça va donner pour la CAN à domicile, mais clairement, il aura la pression du public marocain qui même déjà commence à lui mettre la pression en termes de qualité de jeu. Donc, imaginez si le Maroc n'arrive pas au bout de cette compétition. Voilà, wait and see, comme le dit du côté des Anglais, on va attendre de voir ce que ça va donner. Très bien, mais en tout cas, le Maroc, leader de son groupe, se rapproche de la qualification. Ouais. Et ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, exactement. Liga, Kylian Mbappé a sa statue à Londres. Jean-Philippe. Oui, après le musée Grévin de Paris en 2019 et le musée Madame Tussaud de Berlin, le musée Madame Tussaud de Londres décide d'immortaliser une fois de plus Kylian Mbappé avec une troisième statue. Il faut dire que la star du football français, iconique aujourd'hui dans cette période qu'il domine de par ses qualités, se voit donc immortalisé dans des endroits de culture et c'est une très bonne chose pour son image. Il était surtout bluffé par, je dirais, la qualité du travail qui était effectué et qui lui était présenté du côté de Londres. Voilà, il s'est dit très heureux et très fier de voir que son image iconique jalonne plusieurs musées à travers le monde. C'est une excellente chose pour lui, qui est en train de vivre aujourd'hui, je dirais, l'un de ses rêves d'enfant avec son arrivée du côté du Real Madrid. On lui souhaite tout simplement un plein succès. Et puis, voilà, c'est un athlète représentatif quand même d'une partie de l'Afrique. Il ne faudrait pas qu'on oublie ses origines. Et c'est une ouverture également sur le monde et nous sommes très heureux pour lui. En tout cas, on est très heureux pour lui et la statue est très, très ressemblante en tout cas. Balo, vous aimeriez bien qu'on vous fasse une statue aussi? Bon, pas forcément. Non, moi j'aimerais bien. On mettra ça à l'entrée de la Ah d'accord, merci. Allez, Balo, avec vous, on parle Real Madrid et Dani Carvajal, oui. Oui, justement, Dani Carvajal, lui, entend mettre une statue bientôt grâce justement à un retour tonitruant parce qu'il faut savoir qu'il a contracté une rupture du ligament croisé antérieur lors du match face à Villarreal en tout début de saison. Défensif, sinon le dispositif global du Real Madrid pour cette Coupe du Monde des clubs. Il faut savoir que c'est un pilier essentiel du Real Madrid. Il a été buteur lors de la finale de la Ligue des Champions passée et qu'il apporte un grand bien défensivement parlant et offensivement parlant. Il a été passeur décisif lors de la remontada du Real Madrid face à Manchester City grâce à sa qualité de centre. Et à cause de son absence, le Real Madrid a été confronté à un grand vide au niveau de ses latéraux, ce qui a même emmené Carlo Ancelotti à repositionner Lucas Vazquez du côté du poste de latéral, ce qui avait, si vous voulez, chamboulé le fonctionnement de la défense du Real Madrid. Pour dire que son retour fera un grand bien à cette équipe du Real Madrid pour des échéances futures. Les échéances futures, effectivement. Une autre information pour vous, amoureux du sport, CAN U20. Après le désistement de la Côte d'Ivoire, l'Égypte va accueillir la compétition. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a notifié récemment aux membres du comité d'organisation du COCAN U20 du désistement de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Cette notification intervient après la réception d'un courrier officiel du gouvernement adressé aux locataires de la Maison de Verre à Trècheville. La CAF, ayant pris connaissance de ce retrait, a désigné l'Égypte comme nouveau pays hôte de cette édition de la CAN U20, prévue du 27 avril au 18 mai prochain. Voilà, allez, on va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve pour la suite de notre émission. À tout de suite. Nous
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Messieurs, sur le plateau, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on revienne sur l'information donnée avant la publicité par rapport justement au désistement de la Côte d'Ivoire, par rapport à la CAN U20 et l'Égypte qui va accueillir la compétition. Balo. Oui, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu organiser cette compétition future, et bien puisque notre équipe nationale s'est préparée pour. On a eu un staff qui a été mis en place, Younes Zerdouk, Begriago, qui ont travaillé avec la jeune équipe, avec des matchs amicaux qu'ils ont pu mener justement avec un grand succès, notamment avec une dernière victoire du côté de Yamoussoukro. Balo, excusez-moi, pour clarifier les choses, l'équipe des Éléphantaux n'est plus qualifiée. Oui, absolument, n'est plus qualifiée, mais j'ai expliqué le contexte général. Donc elle n'est plus qualifiée. Il faut savoir qu'elle était éliminée et qu'à cause de l'organisation de cette Coupe d'Afrique U20, elle a été réintégrée aux équipes. Donc le fait que la Côte d'Ivoire ne soit plus en mesure d'organiser, ça fait que les éléphants seront donc éliminés. Donc c'est déplorable. Je pense que le gouvernement a expliqué les raisons du désistement. Ce sont des circonstances imprévues, selon ce qu'a dit le communiqué de la Confédération africaine de football. Donc on estime, sinon j'estime que les détails ont été donnés à la Confédération africaine de football pour voir dans quelle mesure on peut être épargné par d'éventuelles sanctions ou d'amendes, parce qu'effectivement, vous le voyez derrière vous, il y a plusieurs articles qui font état du fait que en cas donc, de forfait déclaré à partir de la qualification jusqu'au tirage au sort, ça c'est l'article 64, entraînera, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 25 000 $US. Un forfait déclaré pour l'article 65 depuis le tirage au sort jusqu'à 20 jours avant le commencement de la compétition finale entraîne, outre la perte du droit d'entrée, une amende de 50 000 $US. Mais moi, j'espère qu'on ne sera pas confronté à cela, parce que pour moi, le contexte est différent. Nous avons décidé d'organiser donc cette compétition en supplément, sinon pour suppléer une nation qui devait l'organiser. Exactement. Le contexte est assez différent. Et je mets en avant aussi la très bonne relation qu'a la Côte d'Ivoire avec la Confédération africaine de football, une relation qui a été, si vous voulez, accrue grâce à la très belle organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, étant donné ces bons rapports, j'ose espérer qu'on ne sera pas dans ce canevas de sanctions. La CAN U20 qui était prévue du 27 avril au 18 mai prochain. Oui, Jean-Philippe. Non, moi je pense que la Confédération africaine de football va tenir compte de certains faits quand même pour ne pas sanctionner la Côte d'Ivoire. Déjà, il y a des cas qu'on peut expliquer comme étant des cas de jurisprudence. On a eu le cas le plus palpable avec le Maroc, qui, alors qu'il n'y avait pas de grands risques sanitaires de contamination à grande échelle de son pays, qui avait refusé d'organiser la CAN 2015. Et cette CAN-là avait été récupérée par la Guinée équatoriale. Finalement, la Côte d'Ivoire était sortie victorieuse. Le Maroc, dans un premier temps, avait été sanctionné, mais la CAF a levé la sanction du Maroc pour que son équipe nationale puisse compétir à toutes les éditions. Il y a eu des éditions des compétitions sur le continent africain qui, par la suite, n'ont pas pu se tenir, et il y a eu des relocalisations dans d'autres pays sans qu'il y ait de sanctions véritables des équipes nationales et de ces nations. Je pense que cela va se limiter à tout simplement une amende pécuniaire. Le gros hic dans cette situation, c'est que dans le communiqué qui a émané, déjà même le communiqué officiel, moi personnellement je ne l'ai pas vu, mais c'est un communiqué de la fédération que j'ai vu qui annonçait donc que la Côte d'Ivoire n'organiserait plus cette compétition. Malheureusement, on n'a pas eu les raisons évoquées pour lesquelles la Côte d'Ivoire n'organisera plus cette compétition. Donc ça ouvre la voie à toutes sortes de spéculations, alors qu'on aurait aimé avoir une certaine clarté au niveau de cette raison-là, parce que plusieurs questions sont soulevées à travers cette situation. Notamment, est-ce que quand la Côte d'Ivoire a décidé d'aller organiser cette compétition, elle n'était pas au fait des conditions d'organisation de cette compétition? Pourquoi aujourd'hui ce désistement? Voici entre autres les questions qu'on se pose. Mais bon, le vin est tiré, il faut le boire. Rendez-vous en Égypte pour toutes les nations qualifiées, sauf les Éléphantaux. Et on verra qui va remporter ce tournoi. Et c'est bien dommage, oui, Clément. Oui, tout à fait. C'est bien dommage, et surtout pour les jeunes gens qui avaient déjà démarré la préparation au niveau de Yamoussoukro et tout ça. Et voilà, et je pense qu'on parle de circonstances imprévues, et comme l'a dit JP, nous, même dans le communiqué de la FIF, il y a pas de, voilà, on n'a pas donné les détails, on n'a pas donné les raisons, donc nous aussi on est un peu candide quand même dans cette affaire-là. Et après, je pense qu'on évite quand même le pire, c'est quoi, 20 jours avant,
Voilà, et je pense que l'article 66, là, tu te prends quoi, 75 000 $ et puis 2 éditions, tu es suspendu pour 2 éditions. Et là, et dans notre cas, moi, je pense que c'est l'article 65 où tu vas payer 50 000 $ et puis tu es suspendu pour l'édition qui arrive. On ne le sait pas encore. Non, je donne les cas, mais je pense, comme on l'a dit, peut-être qu'il aura quand même le côté relation entre la Fédération ivoirienne de football, le gouvernement et puis la Confédération africaine de football qui va permettre quand même d'alléger notre peine parce qu'au départ, on n'était pas organisateur de cette compétition-là. On vient également en renfort ou bien en secours à un autre pays qui avait désisté. Donc je pense qu'on peut tenir compte de ces éléments-là pour ne pas infliger une grosse sanction à la Côte d'Ivoire et on va espérer que ça va aller en ce sens-là parce que voilà, et si on loupe 2 éditions, ça peut impacter le football de jeunes, ça peut impacter également les jeunes gens. Donc on va prier pour que la sanction soit légère ou bien prier pour que la sanction n'existe pas. Il y a d'autres éléments de négociation. Oui. La Côte d'Ivoire peut tout simplement postuler pour organiser la prochaine édition. Comme ça, elle se donnera le temps nécessaire de l'organiser et la CAF pourrait fermer les yeux sur celle-là. On verra bien. En tout cas, je vous redonne l'information à Mort du Sport. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a notifié récemment aux membres du comité d'organisation du COCAN U20 du désistement de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Cette notification intervient après la réception d'un courrier officiel du gouvernement adressé aux locataires de la Maison Vert à Treichville. La CAF, ayant pris connaissance de ce retrait, a désigné l'Égypte comme nouveau pays hôte de cette édition de la CAN U20 prévue du 27 avril au 18 mai prochain. Voilà donc l'information. Il est temps pour nous de passer au focus. On y va. Et bien sûr, nous avons un invité, Dr Alla Kwame Jean-Marie, le nouveau président de la Confédération africaine du cyclisme. Il a été élu à l'issue de la dernière assemblée générale élective du CAC, le 16 février dernier au Caire. Avec lui, nous allons revenir sur cette élection et parler bien évidemment des perspectives en ce qui concerne cette discipline sportive. Nous le recevons donc sur le plateau de la Grande Team, Dr Alla Kwame Jean-Marie, président de la Confédération africaine de cyclisme. On vous laisse vous installer confortablement, docteur. Merci. Alors, président, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Marie-Christine. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Je suis aussi très content d'être là. Merci beaucoup, président, de nous donner votre temps ce jour férié. Surtout. Oui. Mais c'était prévu de toute façon que je sois là. Voilà, très bien, merci. Avec beaucoup. plaisir que je suis là. Merci beaucoup, président. Président, déjà, félicitations. Merci. Félicitations une fois de plus pour votre élection à la tête de cette institution. Et puis, comment vous vous sentez désormais dans la peau du nouveau patron du cyclisme africain? Oui, une lourde charge, c'est vrai. Mais charge à laquelle je m'étais quand même préparé depuis un certain temps. Parce que, comme vous le savez, j'ai été d'abord secrétaire général de la Confédération africaine de cyclisme. Oui. Ensuite, vice-président. Donc, je dirais que c'est un peu dans l'ordre normal des choses. Donc, j'ai avancé de façon progressive. Et maintenant, je suis donc arrivé président. C'est une charge assez lourde. Mais je pense que je suis équipé, et surtout avec les personnes avec qui j'ai été élu au comité directeur pour faire ce travail. Et l'élection, justement, qui était très serrée. Hein. Président, vous êtes arrivé en tête avec 25 voix contre 24 pour le président sortant, Dr Mohamed Azam. Tout à fait. Donc, c'était le 16 février dans la ville du 6 octobre. Oui. Et puis, ça a été une élection, je dirais, assez difficile, mais intéressante dans la mesure où la CAC compte 54 pays et 50 pays étaient présents. Donc, celui qui sort de là, président de la Confédération africaine de cyclisme, peut se dire qu'il a été bien élu, puisque tout le monde a été là pratiquement. Donc, sur les 50 votants, j'ai obtenu effectivement 25 voix, le docteur Azam 24, parce qu'il y a une voix qui a été annulée, parce que le bulletin aurait été mal rempli. Donc, c'est ça qui a expliqué que j'ai eu 25 voix, parce que je me suis laissé dire après que cette voix-là m'était en fait destinée. Ah. C'est pas plus grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est que nous sommes passés. Exactement. Et je crois que là, maintenant, le plus difficile commence, parce qu'il va falloir réaliser ce qu'on a promis. Nous avons promis beaucoup de choses. Nous pensons qu'il y a une autre façon de gérer le cyclisme africain. Et c'est cela que nous allons pouvoir mettre en place à partir de maintenant.
puisque ça fait un mois et quelques jours que je suis président, ce que nous allons pouvoir mettre en place avec l'équipe que nous avons constituée. Très bien, Président. Jean-Philippe, une question pour le Président. Président, je réitère encore mes félicitations. Je vous les avais prononcées plutôt en off. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureux parce que je vous sais passionné du cyclisme aujourd'hui dans votre parcours d'atteindre ce niveau-là. Comme nous sommes déjà pieds sur la pédale, je vais vous demander quelles sont les grandes lignes de votre programme par rapport à votre vision du cyclisme africain. Alors, il y a deux choses qui immédiatement me tiennent à cœur que je dois pouvoir réaliser. C'est d'abord faire la promotion du cyclisme féminin et ensuite le cyclisme des jeunes. Alors, pourquoi le cyclisme féminin en priorité? Vous suivez l'actualité du cyclisme, vous savez que nous avons obtenu nos dernières médailles au championnat d'Afrique grâce aux dames. Et pour moi, si nous mettons l'accent sur ce cyclisme féminin-là, s'il se développe comme il faut, forcément nous aurons de nombreuses médailles encore. Nous avons eu 4 médailles à différentes compétitions et ça a été grâce à 2 dames. Et c'est la raison pour laquelle j'ai confiance en ce cyclisme féminin ici en Côte d'Ivoire. Et vous faites bien, Président. Merci, merci. Et ensuite, le cyclisme des jeunes. On le dit tout le temps, hein, l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Dans le sport aussi, l'avenir du sport repose sur sa jeunesse. Et si nous prenons les jeunes, je dirais dans un âge assez bas, nous pouvons les former, nous pouvons les formater pour qu'ils deviennent de grands champions. Et c'est cette ambition que nous avons, mon équipe et moi, et nous allons, je pense, pouvoir le réussir. Là, par exemple, pour préparer les championnats du monde qui vont avoir lieu cette année en septembre à Kigali, au Rwanda, nous allons organiser un camp de formation destiné aux jeunes pour que ceux-ci soient vraiment très compétitifs au moment où les championnats vont avoir lieu en septembre. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour la jeunesse. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3. Nous sommes au niveau du focus dans votre émission La Grande Team. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Alakwame Jean-Marie, le président de la Confédération africaine de cyclisme. Et Balo a une question. Oui, donc félicitations au président. Moi, la question que je vais vous poser s'inscrit dans le cadre de la collaboration, pourquoi pas éventuelle, avec l'un des plus grands tours de la planète, le Tour de France. Est-ce que dans une échéance future, on pourrait avoir des équipes qui participent au Tour de France ou même des cyclistes, puisqu'on en a déjà eu avec le coureur érythréen? Oui, alors, vous savez, le Tour de France fait partie donc des tours les plus prisés au monde et ne participe au Tour de France que des équipes du World Tour. Et ces équipes du World Tour, pour l'instant, il n'y a pas d'Ivoiriens qui les fréquentent. Ça, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit su. Et c'est vrai qu'on a augmenté le nombre d'équipes qui peuvent participer au Tour de France. Ils sont passés de 22 à 23. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau. Il faut être très honnête. Les Africains qui ont réussi à participer au Tour de France sont des Africains qui sont dans des équipes du World Tour. Et pour l'instant, donc, l'Afrique se bat. Nous avons, dans certains pays, organisé des équipes, je dirais, africaines, panafricaines, qui regroupent donc plusieurs nationalités, mais qui sont encore à des niveaux, je dirais, un cran en dessous du World Tour. Mais ça va venir, on y travaille. Okay. On y travaille. Et puis, Président, il faut rappeler aussi également que vous êtes le président en exercice de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Donc déjà, où en sommes-nous avec le Tour de Côte d'Ivoire? J'aime bien cette question, parce que je suis déjà venu sur votre plateau pour parler un peu de nos déboires au niveau du Tour de Côte d'Ivoire. Exactement. Je pense que cette année, les choses vont aller mieux en mieux. D'abord, par ma position de président de la Confédération africaine de cyclisme, je pense que l'État de Côte d'Ivoire ne va pas me laisser, va me soutenir, il va dire mais il faut qu'on soutienne le cyclisme ivoirien, il faut qu'on soutienne le Tour de Côte d'Ivoire pour qu'on montre qu'en Côte d'Ivoire, le cyclisme va bien. Alors, si un Ivoirien est président de la Confédération africaine de cyclisme, que chez lui, il ne peut pas organiser un tour comme il faut, ça va être un peu dommage. Donc là-dessus, je pense avoir vraiment le soutien de l'État de Côte d'Ivoire et bien sûr, le soutien des annonceurs, des sponsors privés. Nous avons déjà commencé le travail depuis un certain temps. Je n'étais pas encore président de la Confédération. Oui. Maintenant que je le suis, j'espère que ça va apporter un plus et que nous allons avoir de nombreux annonceurs qui vont permettre de faire vraiment un tour à l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire mérite cela.
On espère tous. Oui, Clément, une question pour le Président. Président, félicitations à vous. On sait que vous avez eu le doctorat à Dijon, c'est ça? Tout à fait, voilà, et bien renseigné. Et puis, vous avez quand même, ça veut dire que vous connaissez quand même tout ce qui est au haut niveau en termes de ce sport. Et puis, vous avez axé quand même votre programme sur ce qu'on appelle l'innovation et puis la transformation du cyclisme africain. Et voilà, vous voulez passer de la gestion classique à ce qu'on appelle la gestion d'une véritable entreprise. Quelles sont les actions que vous allez prendre pour y arriver? Alors, vous savez, quand je suis rentré au niveau de la Confédération africaine de cyclisme, il n'y avait pas beaucoup de moyens. À l'époque, c'était comme ici, avec pas mal de clubs ou même de fédérations. Ça repose sur les épaules du président ou d'un petit groupe. Ça avait été le cas. Mais maintenant, au niveau de la Confédération africaine de cyclisme, il y a quand même de l'argent qui est donné par l'Union cycliste internationale, qui est notre fêtière à l'international. Et cet argent-là, pour moi, il n'est pas utilisé comme il faut. Et donc, c'est effectivement de mettre en place un comité de gestion des fonds. À l'intérieur, bien sûr, du comité directeur que nous avons, mettre un comité de gestion des fonds qui va faire de façon régulière le point des finances qui sont reçues, le point des dépenses qui ont été faites. Parce que si on fait ce travail de façon méthodique, si on sait combien d'argent est entré, combien d'argent est sorti, c'est clair qu'il y aura très peu de pertes, des choses qui seront de l'argent qui sera dépensé pour des intérêts qui ne concernent pas tout le monde. C'est ces choses-là qu'on veut éviter. Si vous prenez les activités qui ont été faites au niveau de la Confédération africaine de cyclisme depuis 1 an ou 2, vous allez vous rendre compte que tout est concentré dans un pays où tout est concentré dans une zone. Et ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter et il faut faire en sorte que les 54 pays africains profitent de la manne financière qui est donnée par l'Union cycliste internationale et que nous-mêmes aussi, de par notre organisation, nous puissions obtenir donc, je dirais, du soutien de sponsors. Et ce qui n'est pas interdit que la CAC, la Confédération africaine de cyclisme, ait ses propres sponsors qui viennent l'aider. Très bien. Jean-Philippe, oui, votre question. Président, on sait que l'un des plus grands défis au niveau du développement du cyclisme sur le continent africain, en général et en Côte d'Ivoire en particulier, c'est l'accessibilité aux équipements de qualité, que ce soit pour les équipes ou pour les particuliers. Aujourd'hui, de par votre position de président de la Confédération africaine de cyclisme, quelles sont les actions que vous comptez mener auprès des États, notamment, puisque vous êtes encore le président de la Fédération ivoirienne des cyclistes, notamment l'État ivoirien, pour permettre à ce que ces équipements-là puissent bénéficier d'une disposition spéciale afin que les amoureux du cyclisme puissent s'en procurer quand même à un certain coût pour vulgariser la discipline? Oui, je crois que c'est une bonne approche du problème. Mais c'est un problème, je dirais, global. Peut-être que ce qui va être fait pour le cyclisme va être fait également pour d'autres disciplines, d'autres sports où on a besoin de faire venir du matériel de l'extérieur. Je sais que quand j'ai reçu du matériel de l'Union cycliste internationale, il y a un petit effort qui a été fait par l'autorité douanière en vue de nous soulager au niveau des droits de douane. Mais ça, comme vous le dites, c'est une action qui doit être menée au niveau de l'État, une décision qui doit être prise par les autorités en disant, sur le matériel sportif, par exemple, qui rentre en Côte d'Ivoire, voilà telle et telle action qu'on peut mener, voilà tel dégrèvement qu'on peut apporter pour permettre que ce matériel-là entre avec, je dirais, avec moins de droits de douane à payer. Donc, c'est une réflexion. On va la mener. Ce n'est pas simplement la Fédération ivoirienne de cyclisme ou la Confédération africaine de cyclisme qui va le faire, mais c'est peut-être en passant déjà par le CNO, qui est le Comité national olympique, qui est, je dirais, le creuset de toutes les fédérations olympiques, et puis également étendre ça aux autres fédérations. En tout cas, faire un lobbying qui ne sera pas simplement sur les épaules du président de la Confédération africaine de cyclisme, mais de tous les sportifs ivoiriens, de tous les présidents de fédérations ivoiriens, pour aider, pour permettre à ce que l'État de Côte d'Ivoire fasse un effort sur sur les droits de douane à payer à l'entrée des équipements sportifs en Côte d'Ivoire. Président, quel regard global vous portez déjà sur nos cyclistes? Vous avez parlé tout à l'heure des dames, mais quel regard global sur nos cyclistes? Alors, sur le cyclisme, je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. L'année dernière, nous avons eu quand même une bonne année. Je le dis pourquoi? Pour deux choses essentielles. La première, c'est que quand nous sommes allés faire des compétitions à l'international, on a eu de très bons résultats. Ça a été le cas du Tour du Mali,
Ça a été le cas autour du Cameroun. Ça a été également autour du Togo. De sorte que Cissé Isiaka, qui est notre fer de lance, s'est retrouvé parmi les cyclistes nominés pour être meilleur cycliste africain. Si je prends notre tour, le Tour de Côte d'Ivoire lui-même, qui s'est fait dans des conditions assez difficiles, je le dis, je le reconnais, nous sommes partis, je dirais, démembrés, dans la mesure où les cadres de la fédération étaient tous en formation dans l'armée, parce que pour la plupart, ils sont des militaires. Ils étaient donc en formation dans l'armée, et ce sont des jeunes que nous avons mis dans la danse. Et d'ailleurs, on avait très peur, on se dit, mais peut-être le premier Ivoirien va arriver 15e, parce qu'on voyait les 5 Camerounais, les 5 Burkinabés, les 5 Maliens. On s'est dit, mais peut-être le premier Ivoirien va être 15e ou 16e. Que non. D'abord, au classement par équipe, nous avons fini 2e, donc juste derrière le Cameroun, avant le Burkina, avant le Mali, avant le Bénin. Ah. C'est quelque chose de très bien. Très bien. Nous avons même remporté le maillot du meilleur jeune. Donc ça veut dire qu'on a de la ressource, il faut qu'on encadre ces jeunes-là. Et donc c'est un jeune qui a remporté le maillot, qui a gagné une étape et qui a remporté le maillot du meilleur jeune. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça nous fait tous plaisir. Jean-Philippe, une dernière question. Oui, je vous ai vu noter. Oui, en fait, on pourrait même poursuivre pendant des heures, l'échange est tellement... Mais je suis disponible, je pourrais revenir à la table. Avec plaisir. En fait, merci beaucoup, Président. Je menais une réflexion personnelle sur les grandes équipes du cyclisme à travers le monde. Et je faisais le constat que ces grandes équipes étaient généralement soit sponsorisées ou propriétés de grands groupes internationaux, de grosses sociétés qui mettaient véritablement des moyens, qui mettent même véritablement des moyens pour que ces équipes-là puissent très bien porter leur image. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ici, on a de très grosses sociétés qui, chaque, je dirais, semestre, affichent des chiffres assez incroyables, mais qui n'ont aucun engagement vis-à-vis de certaines disciplines sportives, comme le cyclisme, par exemple. Voilà. Quel est le problème, je dirais, qui peut expliquer cette situation-là avec ces entreprises sur le plan local? Oui, nous, on y a pensé aussi. On se pose des questions, parce que peut-être qu'en Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas conscience que le cyclisme était un sport qui est beaucoup prisé dans le monde, parce que quand on va au championnat du monde ou de cyclisme, je veux dire, on se rend compte que des gens se déplacent comme ils se déplacent d'un pays à l'autre pour aller voir le championnat du monde de football. C'est ça. Donc, ailleurs, effectivement, le cyclisme est très prisé. Ici, en Côte d'Ivoire, il fut un moment où, effectivement, des grands dirigeants, surtout des dirigeants d'entreprise, ont mis beaucoup d'argent dans le cyclisme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi, je ne suis pas un dirigeant d'entreprise. J'étais d'abord fonctionnaire, j'ai travaillé, c'est vrai, dans le privé après, mais je ne suis pas un dirigeant d'entreprise. Donc, il y a peut-être que on n'a pas encore réussi à passer le message aux entreprises pour leur faire comprendre que en investissant dans le cyclisme, forcément, elles pourront avoir un retour sur investissement. Si on réussit à passer ce message, les choses peuvent changer. N'allons pas très loin. Tout près de nous, ici, au Burkina Faso, ça, c'est d'abord l'État du Faso qui donne le tempo. Parce que l'État du Burkina, à l'époque, pour ce que je sais, mettait pas moins de 250 millions de francs CFA dans le tour. Parce que le tour du Burkina Faso, c'est le patrimoine de l'État du Burkina Faso. Et donc, on met de l'argent, on injecte de l'argent dedans. Si je vais un peu plus bas, je parlais du Rwanda tout à l'heure, qui va recevoir le championnat du monde de cyclisme. Vous savez que le président Kagame, quand j'ai été élu président, là, je suis allé là-bas, j'ai été reçu par le président Kagame, j'étais avec, bien sûr, le président de l'Union cycliste internationale, nous avons été reçus. Mais le président Kagame est quelqu'un qui aime le cyclisme et qui a donné le tempo. C'est pour ça que son tour aujourd'hui est devenu un tour 2.1, donc un des plus gradés au niveau de l'Afrique. Donc, le moment viendra, je pense, en Côte d'Ivoire, où il y aura cette volonté politique d'aider le cyclisme, parce que le cyclisme va mettre en lumière les réalisations qui ont été faites ici en Côte d'Ivoire. Le cyclisme va faire venir des touristes, donc autant d'atouts qui doivent permettre que le cyclisme soit vraiment une des disciplines, un des sports qui doit être aidé. Mais on fera ce plaidoyer, on le fera. Et Président, nous on vous laisse lancer justement un message, puisque nous sommes au terme de notre interview, et puis vos derniers mots. Merci, ce que je disais, que vraiment il faut que l'autorité
donc l'État de Côte d'Ivoire. Ensuite, les sociétés privées qu'il y a ici en Côte d'Ivoire, un œil nouveau, une autre approche du cyclisme. Je le disais tantôt, le cyclisme fait entrer des touristes en Côte d'Ivoire. Le cyclisme permet de montrer la Côte d'Ivoire sous son meilleur jour. Toutes les réalisations faites ici en Côte d'Ivoire. C'est important. Et certaines autorités aiment à nous dire « Ah oui, moi j'aime bien regarder le Tour de France. Oui, on voit telle et telle réalisation. » Oui, ça, nous aussi, on sait le faire. Hein. Les personnes qui font les images sur le Tour de France, c'est elles que je fais venir ici pour le Tour de Côte d'Ivoire. Mais si nous avons les moyens qu'il faut, forcément, la Côte d'Ivoire va être montrée sous son meilleur jour dans tout le monde entier. Et donc, il faut nous aider. Très bien, merci beaucoup, Président Alla Kwame Jean-Marie, président de la Confédération africaine de cyclisme. Merci d'avoir été notre invité ce soir. C'est moi qui vous dis merci. Et puis justement, vous le savez, on pouvait revenir à chaque fois quand on voulait. Merci beaucoup. Merci. Allez, on marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans seulement quelques petites secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, le roi final, c'est le football. Un en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est parce que ça voulait. Mais je pense que ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct. Nous avons été rejoints par Martial Gourou. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, très heureux de vous retrouver. Bonsoir, la team. Bonsoir. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, Martial Gourou. Allez, nous passons au carton de la semaine. On y va. Chaque membre de la team donc choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert satisfaction, le carton rouge sanction et le carton jaune avertissement. Martial, on commence avec vous. Ok, je vais rattraper le temps perdu. Oui, parce que je viens d'arriver. Et donc nous donnons un carton vert à Jean-Philippe Bamé. Ah, j'ai peur, j'ai cru que Jean-Philippe Bamé. Que c'était Jean-Philippe Non, non. Pour son retour remarqué et remarquable chez les éléphants à l'occasion de la 5e et 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 face au Burundi et à la Gambie. Parce qu'il faut rappeler que ce garçon a fait 2 années sans être avec la sélection de Côte d'Ivoire. Et donc son retour, pendant son retour, il a fait preuve de leadership et d'expérience. Et tout en félicitant Bamé, qui a assuré en défense et au milieu du terrain avec l'équipe de Côte d'Ivoire, nous félicitons aussi toute l'équipe de Côte d'Ivoire, voilà, qui est leader de sa poule avec 16 points sur 18, qui est resté invaincu, qui n'a encaissé aucun but en 6 journées. Et donc nous sommes vraiment étonnés, choqués de constater que cette sélection de Côte d'Ivoire subisse des critiques. Ça c'est normal de critiquer, mais des critiques virulentes qui vont vraiment au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Alors que les éléphants ont quand même de bons résultats. Donc nous pensons que le problème est certainement ailleurs. Bravo à Gbamé et bravo à l'équipe de Côte d'Ivoire.
D'accord. Clément, votre carton, s'il vous plaît. Ouais, mon carton, il sera vert et voilà, ça va aussi dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Et mon carton, il sera pour le public du Félicia, qui est un magnifique public quand même, qui a joué son rôle de 12e homme. L'ambiance y était. Et je pense que même nous, ceux qui étaient au stade comme moi, quand ça n'allait pas chez les éléphants, on n'a pas vu un public spectateur, mais on a vu un public encourageant qui donnait de la voix dans un moment difficile. Donc je pense que le message est passé clairement auprès des joueurs. Donc voilà, on aimerait voir ce public-là, pourquoi pas également sur les différents stades du championnat national, mais voilà, clairement c'est un public qui est bouillant et moi j'aime aller au Félicia parce que c'est l'une des meilleures ambiances de la Côte d'Ivoire. Le carton de Ballot. Oui, carton vert à un grand monsieur, Sébastien Haller, qui, on le rappelle, hein, revient d'une tumeur, qui est revenu malgré cette maladie au haut niveau dans des clubs qu'on connaît, qui a, à chaque épreuve, a su montrer pour moi les ressources mentales quand même assez intéressantes. Il a eu la vie dure à Dortmund, il est arrivé du côté de Leganés, où là, ça a été assez difficile pour lui. Maintenant, il est à Utrecht et on le ramène en sélection. Certains ont pensé qu'il ne serait pas en mesure donc de tenir la baraque et il a su tenir la baraque sur les deux confrontations avec une passe décisive face au Burundi et un but face à la Gambie. Et là, il porte à chaque fois le costume de sauveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur le terrain. Mais en dehors du terrain, j'ai vu hier qu'il décide donc d'investir pour aider justement le sport local à travers l'investissement concernant des clubs comme le Racing Club d'Abidjan et l'ABC Fighters pour le basketball. Oui. Donc, on voit bien que son engagement est à la fois sportif et extra-sportif. Et je tenais à louer eh bien, cette grande qualité qu'il arrive à mettre en évidence, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc, carton vert au champion d'Afrique, Sébastien Haller. Jean-Philippe, votre carton. Carton vert à la formation du Déplateau FC qui accède pour la première fois de son histoire à la Ligue 2. C'est une formation qui a été créée en 2014 par feu le président Kone Abdoulaye, président du Déguélé Sport d'Odiéné, qui avait souhaité, par amour pour cette discipline, de créer cette entité sportive en héritage à ses enfants. Et donc, il a nommé son fils Kone Mohamed à la tête de cette équipe et il a grandi avec cette formation jusqu'à aujourd'hui permettre à cette équipe d'accéder en Ligue 2. C'est un véritable hommage à cet homme-là qui a beaucoup aimé le football et qui nous a quittés il y a de cela quelques temps. Voilà, enfin, l'un de ses rêves se réalise. Ouais. Sa formation de Déplateau FC progresse. Avant de nous quitter, il faut dire qu'un bon visionnaire, ce monsieur-là avait prévu tous les éléments pour le développement de cette entité et bientôt l'équipe va se doter d'un centre de formation et d'entraînement ultra moderne pour abriter ses athlètes. Donc voilà, cela va de pair avec tout simplement la progression de cette équipe. Félicitations au président Kone Mohamed, félicitations de Plateau FC et bonne chance pour leur nouvelle aventure dans cette Ligue 2. Nous poursuivons notre émission donc avec Jean-Philippe Ballot, Clément et aussi Martial Gourou. L'actu, c'est maintenant, on y va. Le téléphone est ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, ou bien la page Facebook de la 3 pour répondre à la question LGT de ce soir. Ligue 1, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? La Ligue 1 ivoirienne est entrée dans sa dernière ligne droite à 6 journées justement de la fin. La compétition semble très ouverte dans le haut du tableau. Ce sujet préparé par la rédaction nous fait le point. On regarde. La 24e journée de la Ligue 1 ivoirienne, disputée le week-end dernier, a été marquée par la chute du leader, le Stade d'Abidjan. Les Yéyés ont plié les chines devant le Stella Club d'Adjamé. Mené dès la 45e minute suite à une réalisation de Doumbia Bangali, l'entraîneur Alexandre Lafitte et ses poulains n'ont jamais pu trouver la solution pour refaire leur retard. C'est la 6e défaite de la saison des Bleus et Rouges. Celle-ci tombe au mauvais moment car, à 6 journées de la fin du championnat, le Stade
voit fondre sur lui ses poursuivants immédiats que sont la FAD et la SEC Mimosa. Leader au terme de la manche allée, les académiciens du plateau ont su faire le dos rond pour revenir dans la course au titre. Ils ne sont plus qu'à 1 point des yéyés. De leur côté, les Mimos ont également su appuyer sur l'accélérateur au moment opportun, avec une série de 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires face à des concurrents directs. Le coach Julien Chevalier et ses joueurs sont plus que jamais déterminés à retrouver le trône. Il apparaît clairement que le podium final de la Ligue 1 cette saison est ainsi constitué et le titre se jouera entre ces 3 équipes que sont le Stade d'Abidjan, la FAD et la SEC Mimosa. Les autres challengers, à savoir le FC San Pedro, le FC Mouna, le Stella Club et Sol FC, semblent désormais largués dans cette dernière ligne droite. Il ne leur reste plus qu'à tenter un barreau d'honneur tout en espérant un faux pas du trio de tête. L'enjeu est donc de taille en cette fin. La course au titre s'annonce très engagée entre le Stade d'Abidjan, la FAD et la SEC Mimosa. La 25e journée qui débute ce vendredi 28 mars sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Au stade Félix Houphouët-Boigny, les yéyés n'auront pas droit à l'erreur devant le CO Korogo. Ce d'autant plus que juste après leur opposition, les Mimos auront l'opportunité de refaire leur retard face à l'ISCA. Quant aux académiciens du plateau, ils effectuent un déplacement périlleux à San Pedro pour affronter une équipe du Lys de Sassandra engagée dans la lutte pour le maintien. Et messieurs, je vous propose déjà de voir les résultats et le classement au terme de la 24e journée disputée le week-end dernier. Oui, donc le Sol FC a battu Lys de Sassandra 1-0. Mouna a disposé le Sol FC. Oui, la SOA plutôt. A battu le Lys de Sassandra 1-0. Le FC Mouna a disposé du Sol FC 2-0. Zoman a fait un but partout face à Iska. La FAD a battu l'AS Denguélé 2-1. Boaké FC a battu FC Oza 2-0. Le CO Korogo a réalisé la parité au score 2 buts partout face au Racing Club. La SEC Mimosa a battu largement le FC San Pedro 3-0. Et le Stella a réalisé la grande surprise de la journée en battant le leader 1-0. Et ensuite le classement. Donc on voit bien que la FAD et la SEC Mimosa se rapprochent du stade à cause de cette défaite. 46 points pour le stade, 45 pour la FAD, 43 pour la SEC Mimosa. Et les 3 équipes en danger sont le Lys de Sassandra avec 23 points, FC Oza 22 et l'AS Denguélé 20 points. Et je vous pose donc la question LGT. Messieurs, sur le plateau, la course Ligue 1, la course au titre est-elle relancée? À vos panonçons, un oui ou un non? C'est un oui pour tout le monde sur le plateau. C'est bien noté, c'est bien vu. Je vais donc vous laisser argumenter. Non, Jean-Philippe, vous ne changez plus. Non, je suis en train de réfléchir. Non, je vous Ballot, oui. Oui, moi j'ai dit oui, parce que je pense que pour moi, il y a 3 éléments d'appréciation de la situation actuelle. Pour savoir si le championnat est relancé ou pas, il faut d'abord mesurer les écarts entre les équipes. Lorsqu'on prend le trio de tête, on l'a vu à l'image, on a le Stade qui a 46 points et la FAD est juste derrière à 1 seul point donc, de retard sur le Stade d'Abidjan, tandis que la SEC Mimosa en a 43. Donc 3 points de retard sur le Stade d'Abidjan. Donc on voit bien que sur le trio de tête des équipes, l'écart est très faible. Et même, il faut dire que la 4e équipe, le FC San Pedro, en a 37 et le FC Mouna en a également 37. Donc des équipes qui ne sont pas trop loin de ce trio. On voit bien que, étant donné que les écarts sont resserrés, effectivement, c'est un élément qui nous amène à dire que le championnat est relancé. Puisque qui dit écart resserré, dit possibilité des différentes équipes de passer devant les unes devant les autres. Et ensuite, il y a le rapport de force actuel. Quel est le rapport de force entre les différentes équipes? Il faut savoir qu'on a 2 équipes expérimentées parce qu'elles ont disputé des coupes africaines. On a le Stade d'Abidjan, on a la SEC Mimosa, on a même une équipe qui a été déjà championne de Côte d'Ivoire, qui est le FC San Pedro. Donc, ce sont les équipes qui ont une grosse expérience de ces grandes joutes. Et on a la FAD, qui est une équipe qui a un bon potentiel collectif, qui en gros a une belle équipe. Oui. Donc sur le rapport de force, on voit bien que le Stade d'Abidjan, qui est le leader, a une qualité qui est l'expérience, qui effectivement partage cette qualité avec au moins 2 équipes qui sont dans le quatuor de tête, c'est-à-dire le FC San Pedro et la SEC Mimosa. Ce qui veut dire que le rapport de force est à peu près équivalent entre les équipes de tête. Et enfin, il y a le calendrier. Au niveau du calendrier, il reste 6 matchs à jouer. 6 matchs en football, c'est beaucoup. C'est beaucoup
beaucoup de choses peuvent se passer en 6 matchs. Donc, pour ces 3 raisons, moi, j'estime que oui, le championnat est relancé. Très bien, Balou. Nous avons un appelant, M. Diomandé Mamadou. Il nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Salut, le plateau de la Grande Team. Bonsoir, M. Diomandé. Voilà. Oui, M. Diomandé Mamadou, on vous écoute. C'est pour Aimé Faye. Non, M. Diomandé Mamadou, vous n'avez pas de carton aujourd'hui. À 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Ligue 1, je vous écoute. Bon, je dis oui, parce que vraiment, ce que les gens ont montré là, c'est suivant là, c'est inquiétant. Le carré, l'air des faits comme tu là, vraiment, à pour adversaire. Vous avez à un point de la face, et il y a quelqu'un des mots. Je me dis, moi je dis oui, et vraiment la pousse est beaucoup plus lancée. Si les îles avaient fait la petite là, et puis ils voyaient vraiment les îles, vraiment, nous, pour être champions. Je ne pas au final là, moi je suis les deux. Donc, Magini. Oui, M. Diomandé Mamadou. On a 3, on a 5, 2 mois de jeunes. Ça va aller. Voilà, ça va aller. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou, qui nous appelait donc de Sipilou. Sacré M. Diomandé Mamadou de Sipilou. Voilà. Allez, Ligue 1, la course au titre est-elle relancée? Clément, on vous écoute. Oui, un grand oui même, parce que le stade a oublié de plier ces 2 poursuivants qui sont la FAD et puis la formation de l'ASEC Moza. Pourquoi? Parce que le stade d'Abidjan est émoussé. Émoussé pourquoi? Parce que là, quand on prend les 3 dernières rencontres, l'équipe qui a le plus perdu de points de ces 3 formations qui constituent ce qu'on appelle le trio, c'est le stade d'Abidjan. C'est quoi? C'est 0 victoire, 1 match nul pour 2 défaites et 0 but marqué. Ça veut dire qu'on commence à perdre la confiance du côté des Yéyés. Et puis quand on regarde également, je vous donne une stat, à la 21e journée, le stade avait 9 points de plus que la SEC Moza et là, il avait 7 points de plus que l'AFA du plateau. Mais malheureusement, le stade Abidjan a fait 2 faux pas qui vont coûter très très cher aux Yéyés et qui vont quand même un peu détruire en griffe la confiance de cette formation du stade Abidjan. Quels sont ces 2 faux pas-là? D'abord, à la 22e journée, ils vont perdre face au dernier de la classe. Je pense que c'est inadmissible quand tu veux aller chercher un titre, perdre face au dernier de la classe. Je pense que tu es en train de griller quand même quelques 4. À la 23e journée, ils vont perdre face au Stella Club qui n'était pas bien depuis un bon moment, même s'ils sont redressés par Lafité qui est en train de faire un formidable boulot. Donc moi, je pense que quand on prend ces éléments-là, le stade Abidjan s'est tiré une balle dans la tête et le stade Abidjan a relancé ce qu'on appelle le championnat. Et le gagnant dans tout ça, de ce trio-là, c'est l'ASEC Moza qui revient de loin. L'ASEC Moza qui était mort et du coup ressuscité. Et quand vous donnez la possibilité et la chance à un habitué, au plus titré même du pays, je pense qu'il a l'habitude de ces courses-là, qui peut aller chercher ce trophée-là. Donc je pense qu'ils vont se mettre la pression. Est-ce qu'ils vont résister à cette pression-là? On va surveiller les 6 journées qui restent à jouer, mais on va dire simplement que le fleuve qui semblait tranquille pour les Yéyés est maintenant agité parce qu'ils vont composer avec la pression. Merci Clément. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Claver Kwadio Kwame qui nous dit « Salut Madame Marie-Christine Begré, salut la team. Je pense que le championnat est relancé vu que les équipes en tête du peloton se tiennent au niveau du bas du tableau. Chaque équipe lutte pour ne pas aller au purgatoire. Cela va donner du piment à la compétition. Et aussi, on a Chantal Ewi. Bonsoir la grande team. Coucou à toi, ma chérie Marie-Christine Begré. Gros bisous. Oui, le championnat est vraiment relancé. Il ne faut pas interdire pour les 31, car cela profite à l'un ou l'autre. Cette fin de championnat sera très palpitante, cardiaque, s'abstenir. Bonne émission et très bonne soirée sportive. C'est Miss Ewi. Merci beaucoup à vous, Miss Ewi. Nous avons un appelant. Monsieur Amani nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Amani. Bonsoir, Madame Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, Monsieur Amani. Merci, merci beaucoup. On vous écoute. Ligue 1, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Oui, c'est très relancé. Parce que moi, je vois la SEC venir à grands pas. Auparavant, on disait que la SEC, ça n'allait pas chez la SEC. Et aujourd'hui, on voit que la SEC est en train de rattraper celui qui était devant. Oui. Donc, je vous fais signe pour vous dire que jusqu'à la fin du championnat, la SEC sera la tête. D'accord. Marquez ça aujourd'hui. D'accord. Je salue Jean-Philippe, mon ami Balo. Oui, bonsoir, monsieur. C'est bien noté, Monsieur Amani. Merci beaucoup.
Bonne soirée à vous. Voilà, bonne soirée à vous aussi, M. Amani, qui nous appelait. Donc, Dabobo, Ligue 1, la course au titre est-elle relancée? Martial Gorou. Oui, je réponds par un oui. Je vais encore prendre ce tableau, le bon. D'accord. Oui, effectivement, la course au titre est relancée parce qu'elle est très serrée. Et quand on le voit, avec plusieurs équipes qui se tiennent en quelques points seulement, à savoir le Stade d'Abidjan qui est leader avec 46 points, la FAD qui est son défunt qui totalise 45 points, la CEI Mimosa qui est troisième avec 43 points et le FC Sampledro qui complète le quatuor de tête avec 37 points. Et donc, malgré sa défaite, le Stade maintient toujours sa position de leader, mais la FAD et la SEC sont en embuscade parce qu'ils talonnent les yéyés. Donc je crois que quand on voit la physionomie, le Stade, pour moi, a réduit quand même ses chances. Parce qu'on ne peut pas être à 7 longueurs de son poursuivant immédiat et puis aujourd'hui être à une seule longueur, donc je crois que tout reste possible pour le reste de la saison. Très bien. Et la course au titre est relancée pour vous et c'est aussi un oui pour Jean-Philippe. On écoute ses arguments. J'ai hésité parce que je me suis posé la question de savoir si à la 21e journée, là où on avait 27 points à partager, on pouvait estimer que le championnat était plié. Plié, pourquoi la question? Parce que celui qui tenait la tête de ce championnat n'avait plus été champion de Côte d'Ivoire depuis les années, la fin des années 1960. 69, voilà. Donc, depuis 1969, celui qui était en tête de ce championnat n'avait jamais réussi à terminer champion de Côte d'Ivoire. Ça aurait été la SEC qui était en tête à la 21e journée avec 9 points. J'aurais dit sûrement oui, le championnat était plié en ce moment-là. Mais c'est vrai, on a fondé tous, si on regarde un peu nos opinions sur ce plateau, oui. On a tous fondé de grands espoirs dans cette équipe du Stade d'Abidjan qui, au sortir de son élimination de la Ligue des Champions, avait montré un tout autre visage, un visage conquérant, une équipe insubmersible qui alignait les victoires et surtout avec la manière et avec des scores assez, je dirais, remarquables. Et puis on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi aujourd'hui, alors que le Stade est sorti de cette compétition-là, le Stade accuse le coup physique. Mais ce n'est pas que le coup physique, parce que j'ai suivi la rencontre face au Stella Club d'Adjamé, une équipe qui a évolué pendant plus de 30 minutes à 10, sans un gardien, avec un joueur de champ dans les buts. Le Stade était incapable même de frapper une seule fois au but. C'est-à-dire que même dans le jeu qui est pratiqué aujourd'hui par les stadistes, il y a un problème. Il y a un gros souci. Le souci, pour moi, il n'est même pas physique, parce que dans cette rencontre, on n'a pas senti à un moment donné l'équipe flancher physiquement. Mais je pense que le problème doit être mental. Il est complètement ailleurs. Et voir ce Stade perdre 8 points en 3 journées, c'est plus qu'inquiétant. Voilà, moi, aujourd'hui, je me dis qu'au-delà même du fait qu'on dise que ce championnat soit relancé, j'ai de grosses craintes quant à la capacité du Stade à pouvoir soutenir cette pression-là et puis aller terminer même peut-être dans le trio, parce que derrière, ça vient très vite. Derrière, vous avez le FC Sampledro qui était champion récemment. Vous avez la SEC Mimosa également, qui est le club plus titré du football ivoirien. Vous avez la FAD, qui fait partie quand même ces dernières années des équipes qui ont toujours lutté pour espérer être champion de Côte d'Ivoire, qui ne l'a pas fait, qui veut suivre les traces du FC Sampledro. Je pense que derrière, je vois le Stade sentir le souffle de ses poursuivants et je me dis qu'attention, les stadistes, ça va être difficile pour eux de pouvoir, je dirais, se maintenir en tête. Parce qu'il reste quoi? Il reste 6 journées, ça fait 18 points à partager, c'est énorme. Je sais que derrière, une équipe comme le Stade, comme la SEC Mimosa, est capable de faire un sans faute. Une équipe comme la FAD est capable d'aller chercher ne serait-ce que 4 victoires, mais est-ce que cette équipe du Stade, au vu de sa dynamique actuelle, a les capacités d'aller enchaîner des victoires? C'est le gros point d'interrogation. On aura les premiers éléments de réponse à partir de cette journée pour savoir si, je dirais, l'hémorragie a été stoppée par la FIT. Et sinon, en cas de contre-performance, le Stade, à mon sens, pourrait dire adieu à ce titre cette année. Donc, oui, le championnat est relancé. Maintenant, derrière, ça va être palpitant. On attend de voir ce que les poursuivants du Stade également vont faire. On attend donc de voir. Nous avons M. Fofana Média qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, la Grande Team. Bonsoir. Voilà. M. Fofana Média, on vous écoute. À 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Ligue 1. On peut dire que ça a relancé, hein? Oui, pour des raisons. Le Stade avait plusieurs points entre ses poursuivants. Oui. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que ce n'est pas relancé.
il reste combien de points entre 1 point? Cette fois-là, il y avait 7 points de 8 points entre eux. Et aujourd'hui, si vous écoutez à 1 point de ton suivant, c'est que vraiment, on ne peut pas dire que ce n'est pas réussi. Et ils ont mal étudié l'équipe d'Émiré en disant que non, quand on doit asseoir ses joueurs pour attendre à contribuer la FEC, et se disait que non, s'ils gagnent la FEC, tout va partir en l'œuvre. En dernier, ils ont gagné. Donc ça fait que ça les a pénalisé un peu. Et ils se disaient aussi qu'ils vont gagner le Stella. Le Stella aussi ne pas leur donner une chose encore. Donc vraiment, c'est ça qui les a démoralisés actuellement. Donc vraiment, moi, en ma personne, je sais que le championnat est relancé et la faute à les dirigeants du stade eux-mêmes. Sinon, le stade était bien parti pour être champion de la Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas me poser l'antenne. Bonne soirée à vous. Merci, M. Fofana Média. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Merci beaucoup. Il nous appelait donc de Boaké. Merci pour votre participation à l'émission. Et puis, l'entraîneur de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, qui s'est exprimé justement à l'issue de la victoire de son équipe face au FC San Pedro. On l'écoute. Oui, c'est une victoire importante, surtout contre un concurrent très proche. On avait eu le match il y a quelques jours contre Mouna qui pouvait nous rattraper. La San Pedro pouvait nous rattraper. C'est ce qu'on appelle des matchs à 6 points. On a su bien les gérer, donc il faut féliciter les garçons. C'est une belle victoire. En plus, c'est une victoire avec énormément de buts, 6-0. Quand on verra les images, ça valait largement 6-0. Mais il y a eu des situations à observer. Ça pourra faire analyser les connaisseurs s'il y en a. Mais ça nous a rendu la tâche un peu plus difficile parce qu'on aurait pu être à l'abri plus vite, mais on a su pas lâcher et continuer à pousser pour être récompensé. Donc il faut bien féliciter les garçons parce que c'est des gros matchs à enjeu. Je parle souvent de l'expérience à acquérir quand on joue sous le maillot de la SEC. Mais petit à petit, ils apprennent à gérer ce genre de match parce qu'on sait qu'on est toujours attendu. On avait en face de nous un adversaire qui a rien à perdre. Ils ont déjà 10 défaites. Ils pouvaient nous rattraper, ils allaient jouer leur va-tout sur le match, c'est sûr. En plus, c'est une belle équipe, hein, c'est des bons footballeurs. Donc on a su être intelligent, bien gérer ce match. Et donc ces 3 points pris qui sont importants pour tout. On a trop laissé passer de points, donc il faut surtout arrêter de le faire dès qu'on peut. Julien Chevalier, le coach de la SEC Mimosa. Marcel Gourou, finalement, est-ce qu'on peut dire que les Mimos se réveillent au bon moment? Oui, tout à fait. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Et la SEC, quand même, est une habituée. La SEC est actuellement le club le plus titré de Côte d'Ivoire. Et donc, avec une série de 4 matchs sans défaite, oui. dont 3 face à des concurrents directs, Mouna, Zoma et FC San Pedro, je crois que c'est dans cette phase décisive-là, très importante parce qu'on tire vers la fin de la compétition. Donc la SEC marche très bien et c'est en ce moment que se forgent les grands champions. Et la SEC connaît les secrets, chaque point compte et dans la conquête du titre. Oui. Donc je crois que la SEC vraiment se porte assez bien en ce moment et au bon moment. Et donc, attention au stade d'Abidjan et à l'AFA du FC San Pedro. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, il nous appelle Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la très grande Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Ligue 1, M. Kofi Mathieu. Oui, évidemment. Avec la défaite du stade face au Stella, oui. Tout est relancé. Parce que les poursuivants du reste du stade ne vont pas laisser le stade aller tranquillement. Donc il va falloir que le stade ne perde plus de matchs. Les 6 matchs qui restent là, il va falloir que le stade les gère de sorte à ce qu'il les gagne pour maintenir sa place de premier et puis être champion. Sinon, le moindre faux pas, déjà le deuxième passe, et puis il y aura le même point à la SEC. Donc la SEC ne va pas se laisser distraire. Donc je crois que tout est dans la main du stade. Il faut qu'il gère les 6 matchs qui restent là avec beaucoup de passes pour être champion. S'il veut bien être champion, il ne doit plus perdre de matchs. Donc je vois que
les 6 derniers matchs-là vont être des matchs épiques. Ça va donner du piment au championnat, à la fin du championnat. D'accord. Ouais. D'accord. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Clément, pourquoi est-ce que certains observateurs hésitent à mettre une pièce sur la FAD pour le titre de champion? Ah oui, mais j'allais parler de la FAD également, parce que voilà, même dans nos interventions, j'ai l'impression qu'on est en train de sous-estimer cette formation de la FAD. On parle de la SEC et du Stade Abidjan, mais attention, je pense qu'il y a une formation qui devrait plier ce championnat-là. C'était d'abord cette formation de la FAD, mais qui a eu une série de 4 matchs, 4 défaites également. C'était face au Racing Club d'Abidjan, face à Isca, face à Sol FC et puis face au Stade Abidjan. Donc je pense qu'ils ont laissé filer, mais ils sont en vie. S'ils sont en vie, ça veut dire qu'ils sont très très solides quand même, parce que voilà, quand tu perds ton défenseur Zouzou, l'un de tes meilleurs défenseurs Zouzou qui va en Tanzanie, et malgré ça tu es à 1 point du leader du Stade Abidjan, ça veut dire que mentalement tu es fort quand même et tu es costaud. Et après, je pense que du côté de la SEC Mimosa, au départ, Chevalier, il se cherchait un peu quand même. Aujourd'hui, voilà, on a l'impression qu'il est en train de trouver son 11 de départ. Il y a une régularité au niveau de la SEC Mimosa sur les 9 derniers matchs. C'est quoi? C'est quand même 5 victoires pour la SEC Mimosa, 2 matchs nuls et puis une seule défaite. Et voilà, il y a ce milieu qui est constitué de Maïga, de Camara également, et puis dans l'as, il y a Diakité et Zouzou quand même qui sont très solides. Donc je pense qu'il commence à avoir une forme de solidité, mais ne pas négliger cette formation de Nafat qui a repris sa forme et qui commence maintenant à bien gérer ses matchs, parce qu'elle était un peu perdue. Donc voilà, il faudra compter sur elle parce qu'elle a battu quand même la SEC Mimosa également. Donc voilà, et ça nous donne du suspense, et nous on aime les championnats où il y a du suspense, les championnats qui ne sont pas pliés, où il n'y a rien à jouer également. Donc bravo à ces acteurs, bravo à ces équipes-là. Ça veut dire que le niveau est en train de monter, contrairement à ce qu'on nous croit, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Et on nous dit que voilà, il y a des joueurs qui ne peuvent pas représenter également au niveau de la sélection. Moi j'estime qu'il y a de la qualité, il y a des joueurs qui peuvent quand même porter ce maillot-là. Très bien. Voyons le calendrier du trio de tête, justement, lors des 6 dernières journées de la Ligue 1. Donc, lors de la 25e journée, le Stade va affronter le CO Korogo. La SEC va en découdre avec le club de Isca, tandis que la FAD va affronter le Lys de Sassandra. Pour le compte de la 26e journée, on aura Stade d'Abidjan face à Boaké FC, ASEC Mimosa face au Sol FC. La FAD va donc affronter le FC San Pedro. Et pour la 27e journée, Stade d'Abidjan face à la FAD, Lys de Sassandra face à l'ASEC Mimosa. Voilà, et à qui est favorable ce calendrier, Balo? Bon, enfin, je dis qu'en l'état actuel des choses, je pense qu'il n'y a pas de, pour moi, plus de calendrier favorable, parce que la preuve, le Stella Club d'Adjamé, une équipe mal classée, certes qui est sur une bonne dynamique, mais qui est mal classée, a pu battre le leader, donc le Stade d'Abidjan. Donc pour moi, je pense que le tableau est à peu près identique pour les différentes équipes, même si du côté du Stade, le Stade va affronter quand même le FC Mouna, qui est quand même un gros client pour moi, pour le Stade d'Abidjan. Ensuite, ils vont affronter Zoma FC, qui est une équipe qui joue bien au football. Donc sur les 3 différentes rencontres, oui, sur les différentes rencontres, je pense que le Stade d'Abidjan affronte tout de même des équipes assez intéressantes. La SEC Mimosa également, mais c'est face uniquement à Boaké FC qui, pour moi, est une équipe qui peut éventuellement arracher le match nul. Donc, pour répondre à votre question, moi, je dirais que le Stade a quand même un calendrier, pour moi, légèrement compliqué. Légèrement compliqué. Oui, Martial. Moi, je pense qu'ici, il y a une bataille dans le haut du tableau, comme il y a une autre bataille dans le bas du tableau. Donc, on est dans une phase assez importante du championnat. Chaque équipe veut engranger des points. Ça sera difficile pour tout le monde. Donc, je crois que chaque équipe a sa chance. Celle qui sera plus constante, celle qui va montrer plus de motivation, de volonté, c'est celle-là qui va réellement se détacher. Oui, Jean-Philippe. Mais il faut le dire clairement, c'est la SEC qui a pour moi le meilleur des tableaux. La SEC, oui, la SEC va croiser Isca, Sol FC, le Lys de Sassandra, le Denguele de Dîner, Boaké FC et à la dernière journée, la Suétone Sport de l'Armée. Bon, on ne va pas tout simplement négliger ces équipes, mais dans la dynamique dans laquelle la SEC se trouve actuellement, je pense que la SEC a le meilleur tableau. Maintenant, la SEC va aller jouer très bientôt une rencontre
au Maroc. La SEC est sur plusieurs tableaux. Mercredi, nationale, sportif de la Coupe de la Confédération. Ouais. Ok, merci messieurs. Donc la SEC va aller jouer une rencontre au Maroc, une rencontre importante pour son avenir en Coupe continentale. Est-ce que cela va laisser foncièrement des traces et est-ce que cela va avoir une répercussion sur la prestation des jeunes et noirs sur le plan local? Bon, est-ce que Julien Chevalier, il a la capacité et les hommes pour pouvoir jouer sur deux tableaux? Pour moi, la Coupe nationale, bon, c'est pas... La SEC peut très bien gérer cette compétition et le championnat, mais c'est surtout la rencontre face au RS Berkane qui, pour moi, va être cette rencontre va être assez déterminante sur la suite des événements. Maintenant, c'est à la SEC de voir. C'est quoi sa priorité? Actuellement, la SEC est 3e. La SEC n'est pas en Ligue des Champions. Pour être en Ligue des Champions, la SEC doit être parmi les 2 premiers. Ils vont aller jouer le mercredi à Berkane. Quand ils reviennent, ils vont jouer sûrement, je crois, à la formation de Sol FC parce qu'ils vont croiser Iska auparavant. Bon, c'est à eux maintenant de voir dans quelles dispositions pratiques ils vont pouvoir jouer sur ces différents tableaux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand on regarde le tableau de l'AFAD, par exemple, Clément disait qu'il avait l'impression qu'on minimisait l'AFAD, mais c'est normal qu'on minimise l'AFAD parce que depuis que cette équipe a été créée, pratiquement chaque saison, on la voit faire la même chose, pratiquement. Elle est là, elle bat des équipes, on s'est dit cette année c'est pour l'AFAD, et puis en fin de saison, patatras, l'AFAD n'arrive même pas à être africain. Donc, nous sommes désolés. Au début de saison, on a vu l'AFAD, on s'est tous dit cette année c'est pour l'AFAD. On a vu après ce que l'AFAD a montré. Donc, permettez-nous d'être sceptiques quant à la capacité de cette équipe à pouvoir soutenir ce rythme-là et terminer championne de Côte d'Ivoire. L'AFAD va jouer le Lys, le FC San Pedro, le Stade d'Abidjan, le Stella, Soa et Iska. Je ne vois pas l'AFAD réaliser. Merci beaucoup Jean-Philippe qui a répondu à 2 questions, donc une question qui ne lui était pas adressée. Ligue 1, à 6 journées de la fin, la course au titre est-elle relancée? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien, s'il vous plaît. Bon, c'est le football, hein. C'est le football. Arrivé un moment, le premier peut chuter et puis le 3e peut revenir. Donc il nous reste encore 6 journées. Franchement, rien n'a encore joué. Connaissant la SEC, c'est une équipe. Dès des années passées, ils sont là, on parle à sec. Je crois vraiment que à sec peut revenir. Rien n'a encore joué. 6 journées, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais c'est encore un challenge parce que la FAD, vraiment, se débrouille pas mal. En tout cas, je crois. Le championnat est encore lancé. Selon moi, je vois que le Stade Abidjan a 46 points et le 2e a 45 points, la FAD, et le 3e, c'est la SEC. Je vois qu'il n'y a pas de différence de points en tant que tel parce qu'il reste actuellement 6 journées. Donc on constate que le championnat est toujours relancé. Donc le Stade Abidjan doit toujours maintenir sa première place pour pouvoir remporter le championnat. Parce que nous sommes à 6 journées de la fin. Donc c'est que le championnat serait rude et tellement dur pour la FAD pour pouvoir maintenir la première place. Parce qu'une petite erreur, automatiquement, la FAD perd. Et puis le Stade Abidjan perd la première fois parce que la SEC a toujours des beaux petites et des bons petits pour pouvoir maintenir le championnat. Donc je peux dire qu'actuellement, la SEC et la FAD avec le Stade Abidjan peut toujours gagner le championnat. En tout cas, à mon avis, le jeu est relancé parce que déjà, le Stade Abidjan ne va pas vouloir céder sa place. Alors que la SEC Mimosa, étant 3e, ne va pas aussi vouloir garder son rang. Donc, ils vont vouloir rehausser le niveau, alors que ça sera une compétition entre les 3 équipes. Parce que le 2e ne va pas vouloir céder, soit le 2e va vouloir prendre la première place, ou soit le 3e va vouloir prendre la première place, et aussi le premier aussi va pas vouloir aussi céder. Donc, ça sera une compétition vraiment très tendue, à mon avis. C'était donc l'avis du public sportif ivoirien. Avant de terminer l'émission, on va donner le programme de la 25e journée de la Ligue 1. Ouais, donc, au programme, on aura le FC San Pedro face à l'AS Denguélé. Le Stade d'Abidjan va affronter le CO Korogo. La SEC Mimosa aura un match à peu près abordable face à Iska. Le dimanche 30 mars 2025, on aura Stella Boaki FC, Zoman FC Mouna pour une très belle rencontre. Le mardi 1er avril 2025, FC Oza face à Soa, Sol FC face au Racing Club et enfin Lys de Sassandra pour affronter la FAD.
Voilà donc le programme de la 25e journée. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Balo. Je vous en prie. Merci, Jean-Philippe. Merci, Martial Gourou. Merci, Marie-Christine. Merci, Clément. Je vous en prie. Merci à vous, amoureux du sport. On se retrouve demain en direct, 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.